Salut à tous les amis et bienvenue dans le canapé du Fighter Club Sunday, le seul canapé qui vous fait, voyager à travers le temps et l'espace, toutes les organisations des sports de combat, l'UFC, le KSW, vous allez revoir le meilleur du meilleur en images et vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez experts de la première heure du MMA ou tout simplement découvreurs. Le chat est avec nous et on est là pour vous lire, donc n'hésitez pas à poser vos questions, il y a déjà beaucoup de monde, Monsieur Hood, Shadow, etc. Et j'espère que tout le monde va très bien. Je passe également le salut à ma consoeur Flora Moussi qui est absente et qui se repose après une Fight Week exceptionnelle. Vraiment, c'est comme si elle avait fait 3 short notices de suite. Donc vraiment, bon repos à elle et elle reviendra très rapidement sur les prochains épisodes du Fighter Club Sunday, épisode 21. Sommaire en images tout de suite, c'est parti les amis. On va commencer bien évidemment avec le retour, avec Manon Fiorot qui n'est pas passé loin de prendre la ceinture de championne de l'UFC mais malheureusement qui va s'incliner dans un crève-cœur face à Valentina Shevchenko. On va revenir en détail sur ce qui a pu pêcher du côté de la Niçoise. On va également revenir sur le retour de notre bagarreur préféré, le God of War, Benoît Saint-Denis, qui s'est imposé dans un combat quasi parfait face à Prépolek pour ouvrir la carte principale de cette UFC à Montréal au Québec. Et regardez ce magnifique étranglement bras-tête pour God of War. Et enfin, bien évidemment, on va revenir sur l'événement qu'il fallait suivre si on était en France. C'était le KSW à Lyon, c'était Saladin Parnasse qui a enfin réglé ses comptes face à Marian Zolkowski. Il a pu défendre sa ceinture avec brio. On va revenir sur le reste de la soirée puisque nos Français ont brillé face aux dangereux combattants polonais. Écoutez, je vais être très transparent avec vous. Mes lunettes sont pleines de buée, donc je ne vois plus ce qui se passe. Donc c'est le moment de présenter un petit peu l'équipe du soir. Je vais déjà commencer à ma gauche avec Jalito, qui a changé de... Je suis désolé. C'est pas grave. Et pas dans le bon canapé. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. C'est vrai? Tu vas bien? Ouais, ça va très bien, et toi? Bah très très bien, t'as passé un bon week-end? Excellent. On s'est régalé. Comme d'habitude. Bah oui. Bon, on présente nos invités parce qu'on a de la chance ce soir. Très classe. Yalochi. Ouais, on est très très bien. Et en fait, ils ont un point commun, les Dors. Déjà, ce sont des combattants du KSW. Mais je le disais tout à l'heure, c'est peut-être les combattants les plus souriants et agréables hors combat et parmi les plus agressifs dans la cage. Je suis très content d'accueillir Amaury Wakozabo, donc combattant moins de 70 kilos maintenant au KSW. Bienvenue à toi dans le Merci, Sacha. Alioune Naï, moins de 66 kilos, deuxième victoire au KSW aussi. On commence à grimper très très haut au classement et je le dis très très souvent quand je parle d'Alioune, l'un des combattants au moins de 66 kilos les plus sous-cotés de France. Comment ça va, Alioune? Très bien, merci pour l'accueil, les gars. Bah écoute, on est très content d'être avec vous, les amis. Je vous propose de commencer tout de suite, sans perdre de temps, sur le résumé de l'UFC 315 et cette déception. Ça aurait pu être la plus belle émission de l'année, même la plus belle émission de l'histoire, on va pas se mentir. Malheureusement, c'est un peu un crève-cœur ce qui s'est passé du côté de Montréal pour Manon Fiorot qui va s'incliner face à Valentina Shevchenko. On va revenir là-dessus avec des résumés et des images qui ont été fabriquées par Baptiste Correnti et Anthony Sterpini. Voilà, résumé du combat. Alors, je sais que vous étiez occupé du côté de Lyon, c'était plutôt priorité au repos, donc certaines images que vous allez sans doute découvrir. Mais Jalito, on a eu un tournant assez tôt dans ce combat. C'est Manon qui va sans doute se fracturer le nez dès le premier round et après ça a été très difficile. Elle a réussi à recomposer, on le voit avec ses bonnes phases de lutte, mais finalement, Shevchenko, elle était à la hauteur de ce qu'on attendait, à un niveau GOAT. Exactement, c'est le combat qu'on attendait de Shevchenko. Malheureusement, pour Manon, ça arrivait trop tôt en fait ce stop qu'elle s'est pris. En fait, elle s'est pris un jab dans le nez et je pense qu'il était cassé. Et du coup, ça l'a un peu sorti de ce round-là, mais elle a su rebondir, mais pas assez fort pour pouvoir inquiéter Shevchenko. Elle va s'incliner donc 3 rounds à 2, donc 2 rounds en faveur de la Française sur la décision finale. C'est une décision unanime en faveur de la championne qui reste championne, la Kirghize Valentina Shevchenko. Donc on me dit que c'est une défaite un petit peu de près et de loin. De près parce qu'on a quand même pris 2 rounds. Mais la sensation qu'on a dans le combat, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution pour vaincre Shevchenko. Ouais, il manquait toujours ce petit truc. C'est-à-dire qu'on sent que Manon est vraiment puissante. On sent qu'elle avait de la puissance dans les échanges, que ce soit en grappe et même debout pendant le striking. Mais l'expérience de Shevchenko était vraiment au-dessus et ça se voit qu'elle a vraiment analysé Manon comme elle la connaissait sur le bout des doigts. Elle a pu la contrer dans tout ce qu'elle a proposé et ça... malheureusement pour la Française, c'est ce qui a... C'est exactement ce que j'allais dire. J'avais l'impression qu'à chaque fois sur les phases de pied-point, elle était à contre-temps, Manon Fiorot. Ouais. Au moment où elle voulait attaquer, elle avait les mains un peu basses. Boum, Shevchenko la prenait de vitesse. À chaque fois, elle s'encastrait dans ses coups. Donc au bout d'un moment, le nez... Ça vous a étonné le résultat comme ça? Alors je suppose que vous l'avez découvert le lendemain après une bonne nuit de repos, mais de voir qu'elle s'était inclinée? Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu, en fait, Shevchenko, elle a annulé. Elle a réussi à annuler pas mal et c'est vraiment l'expérience qui joue à ce niveau-là. Et on le voit, Shevchenko, elle avait l'air de connaître par cœur un petit peu les schémas d'attaque de Manon Fiorot, puisque vous regardez systématiquement, dès que la jambe avant part ou qu'il y a cet enchaînement jambe avant jab, elle a le contre très puissant. Exactement. Après, elle paye un truc, c'est que Manon,
Valentina sont toutes les deux gauchères. Ouais. On sait que les gauchers, quand ils s'affrontent entre eux, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais, c'est parce compliqué, qu'ils ont l'habitude d'affronter que des orthodoxes. Donc du coup, sur la stance, c'est un peu compliqué pour Manon. Et là, tous les jabs de Valentina passaient, en fait. Tous les contres. Et puis même sur l'attitude, en fait, j'ai l'impression que Manon, elle était un petit peu plus crispée. Elle avait un peu plus de mal à être relâchée. Alors que Shevchenko, ça rentrait, ça sortait, ça jaillissait un petit peu plus. Elle rentrait beaucoup, hein, si tu regardes bien, elle faisait que du contre. Tu vois. Ouais, De contre. clairement. Elle faisait beaucoup de feintes de corps, etc. Ouais. Et elle attendait que la moins expérimentée rentre, en fait. Et on du dirait coup, qu'elle Manon, elle connaissait. rentrait un petit peu et elle arrivait à l'annuler un petit peu à chaque fois, grâce à ces petits mouvements qu'elle faisait pour la parasiter. Ouais. Quoi. On aurait dit qu'elle lisait bien dans son jeu. À chaque fois, Elle l'anticipait, elle aspirait. Et au moment où Manon rentrait dans la distance, boum, elle la contrait. Ouais. À chaque fois. Et elle l'a fait tout le combat en plus. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas que le round 1. Hein. C'est ça, c'est l'expérience. C'est sa 9e victoire pour un titre à l'UFC, Valentina, quand même. C'est quelqu'un qui a fait 40 minutes avec la GOAT, avec Amanda Nunes, et qui s'est pas fait drop. Donc elle savait gérer quelqu'un qui est puissant, qui frappe fort et qui, dans les échanges de grappes, contre la cage, etc., avait des arguments à faire valoir. Donc franchement, respect à Valentina qui montre encore une fois que c'est la GOAT. Et dommage pour Manon. À quelques petits détails près. Il y a des beaux messages dans le chat, hein. Il y a déjà des messages pour Amaury. Le wax, incroyable ton combat. Le knockdown a fait la différence. Effectivement, on l'a vu au 4e round, il y a ce très très gros knockdown que va subir Manon, justement sur ce même schéma de contre. On va regarder ce qui s'est passé entre le premier et le 2e round, et notamment les consignes des coachs, parce qu'on a le nez cassé, on a perdu le premier round, et c'est le moment de se remettre un petit peu en marche. On écoute ce qui s'est dit tout de suite. Le premier, il est perdu. On respire bien. Maintenant, soit tu continues à boxer, mais dans ce cas-là, elle t'attend sur les kicks, elle t'a contré. Soit tu continues à boxer, soit tu me changes, tu rentres sur la lutte. Maintenant, travaille plus sur l'anglaise. Du moment que tu arrives à respirer, le reste, c'est pas très important. C'est rien. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si tu te sens maintenant en anglaise, si tu la feintes, tu passes. Moi, j'ai confiance en toi. Si tu as envie d'essayer de l'approcher un peu en lutte, tu l'approches un peu en lutte. Si tu continues à feinter, si tu lui mets la pression, elle va pas finir. Tu m'écoutes ou pas? On n'a aucun regret, on y va. C'est à toi de savoir ce que on y va maintenant. Maintenant, c'est parti. Il faut mettre du rythme. T'es capable. Maintenant, t'es capable de le faire. Maintenant, regarde-moi. Elle est fatiguée, tu peux le faire. Sauf que maintenant, faut arrêter de se jeter. Tu cadres et tu m'envoies à l'anglaise. Arrête avec les jambes. Il faut cadrer. Tu l'auras cadré. Maintenant, c'est les points qui vont... Forcément, je vais avoir envie de me tourner vers vous, les combattants. Et là, le but, c'est pas de faire j'aime bien, il a fait ce qu'il faut ou il fait pas ce qu'il faut. C'est juste... on voit pendant ces interrounds qu'elle a l'air focalisée sur ce nez qui n'est pas forcément en place, etc. Au niveau des consignes, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez dans les interrounds, justement, de vos coins? Pour moi, Aldric, il a vraiment fait le taf. Il s'est pas acharné à lui dire t'es blessé, à la faire paniquer. C'est un truc qui arrive, donc il faut faire avec. Et le truc de lui dire d'enchaîner avec la lutte et tout, je trouve que c'était une bonne stratégie. Et c'est ce qui a par la suite permis de rattraper un petit peu, je trouve. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il a essayé de la remobiliser. Il lui a dit, écoute, ne te jette pas. Donc, il lui dit les choses à ne pas faire. Concentre-toi sur la boxe, mets plus de feintes. Parce qu'elle était trop directe, donc elle prenait tout en pleine face. Et puis, il lui dit, n'hésite pas à mixer. Donc, c'est bien, il lui apporte des solutions pour lui faire comprendre que là, ton jeu ne marche pas. Essaye d'oublier ce qui te passe sur ton pif. Tu boxes, tu feintes, tu essaies d'aller en lutte. Et c'est ce qu'elle a fait à un moment donné. Elle a commencé à reprendre un peu... c'est que là où elle a eu du succès. C'est exactement. Dans le contrôle contre la cage. On va regarder, envoyer les images. On va regarder tout de suite. Vas-y, Jalito. Hein. Ouais, donc je disais, c'est les timings et le contrôle, les attaques en lutte qui ramenaient à du contrôle contre la cage. Elle a réussi à l'emmener une fois au sol. Elle lui a fait le leg strap que faisait Khabib, par exemple, où le triangle de jambes. C'est l'incertitude le plus important. Exactement. Parce qu'au début, elle était trop facile à lire avec son karaté, c'est autre chose. Et là, ça l'a perturbé un petit peu, je trouve. Ça, quand on varie les niveaux, en passant de la boxe à la lutte, ça, comme il dit à Lyon, ça met plus d'incertitude. Donc on arrive moins à lire les timings de l'adversaire. Tu montres une palette plus large, donc forcément, l'adversaire, il ne sait pas à quoi s'attendre. Et voilà, c'est le moment où je trouve que Manon a eu le plus de succès. C'est dans ce domaine-là, plutôt que je voulais dire. Et il manquait vraiment quelques petits détails pour... En fait, si elle avait fait plus de dégâts pendant ces phases de contrôle, le scoring aurait été différent. Peut-être elle aurait pu prendre ce combat.
Ouais, Ouais, je pense. je pense que ça aurait été un peu plus serré s'il y avait plus de dégâts de la part de Manon contre la cage et pendant les phases de contrôle. Bon, dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Là, on re-regarde les images. Je sais qu'il y en a qui sont là. Oui, le coaching a été bon. Le mindset et la technique, effectivement, c'est ce qu'on a essayé de relever un petit peu pendant ces interrounds d'Aldric Cassata. Il y a eu ce genou illégal aussi qui nous a tous fait peur. Alors, il ne touche pas vraiment. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, ça avait l'air presque d'être un geste de frustration de j'arrive pas trop à développer mon jeu et c'est parti un peu naturellement. Elle le retient aussi, si tu regardes bien, tu vois. Ouais. Elle le Elle lâche pas vraiment, voyait, donc, mais- Elle déploie pas tout, effectivement. Alors, l'arbitre qui va l'avertir, il n'y aura pas de pénalité là-dessus, sinon ça aurait été pour le coup assez dramatique au niveau du score, ça aurait été plus large. Mais ouais, c'était. Est-ce que ça peut être aussi un symbole de on n'a pas vraiment réussi à s'exprimer? Ouais, clairement, pour moi, oui, ça peut être un facteur, oui, quand tu vois que ton jeu ne rentre pas en place, tu te prends des gros coups, tu as le nez déplacé, parfois tu as, un manque de lucidité et tu peux faire des grosses fautes de la sorte. Et en plus, ce serait dommage de lui coûter un match comme ça sur une pénalité, sur un coup interdit. Après, il ne faut pas oublier que c'était pour la ceinture, donc tu as envie de bien faire, en fait. Donc tu as envie de lâcher les chevaux des fois, tu vois. Ouais, envoyer un petit peu plus pour vraiment créer ce moment où il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, on est. T'as une pression, même si tu veux pas te l'avouer, des fois, tu as une pression. Donc, Je pense qu'il y en a eu au début et je pense que c'est pour ça que ce premier round, il est un petit peu surprenant. Après, j'ai pas la science infuse et je le dis vraiment sous le contrôle de ceux qui regarderont. Si vous avez les infos, transmettez-moi, je serai preneur. Mais c'est vrai qu'on a un premier round qui est difficile. Moi, j'admire aussi la résilience avec laquelle elle a pu recomposer pour aller chercher ses rounds gagnés en lutte, alors qu'elle était quand même dans une difficulté et que ça aurait pu être très, très compliqué. Elle a réussi à recomposer, mais derrière, il y avait un peu ce retard qui était déjà fait et finalement, ça devenait trop dur à combler. On va regarder le message de Valentina Shevchenko qui, justement, a pensé à Monfiorot. On sait qu'il y avait eu un petit peu de trash talk pour hyper ce combat, sûr, mais elle veut absolument pas que la Française arrête sa carrière de combattante. And I would like to add one more thing to be very clear. So before the fight, Manon throws that if she won, I retire. I respond her, if I won, she retire. So I completely don't want her retire. So this is what I really don't want her to follow her words, because I feel it's unfair for the fighter because of some I don't know, someone put in her mouth to promote the fight or something like that, and now she will be feeling that she has to retire. No, I completely don't follow your words. Please stay fighting. C'était un petit peu chaud entre les deux. Finalement, ça finit sur une bonne note assez respectueuse de la part de Valentina Shevchenko. Je voyais qu'on vous écoutait. Alors, on ne nous entendait pas, les micros étaient coupés, mais vous étiez assez admiratif de son discours, les gars. Bien sûr, la classe. moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son personnage. C'est vraiment une combattante qui inspire le respect et les valeurs qu'elle dégage, c'est magnifique. Ouais, pour moi, c'est une attitude de championne, vraiment. Ouais, ça représente ça pour moi, côté champion. Pour moi, quand tu es champion, même s'il y a un petit peu de trash talk, tu reconnais les qualités de ton adversaire. Et puis si tu vois que vraiment elle a le potentiel d'aller plus loin, c'est très honorable de continuer à la pousser. Et c'est pas tous les combattants qui font ça, ou tous les combattants qui agissent de la sorte. Et sachant que sur une revanche, ça peut passer pour Manon. C'est ça maintenant. Alors, forcément, on sait que pour obtenir une revanche, il y aura sans doute une étape et un autre combat. On peut penser à Silva, on en reparlera tout à l'heure, mais elle bouge beaucoup cette catégorie. Il a déjà beaucoup bougé sur cette même carte, en fait. C'est ça qui est ouf. Exactement ça, c'est très intéressant parce que le combat d'avant sur la carte, c'est un des combats avant, c'était Alexa Grasso contre Natalia Silva. Alexa Grasso, c'est l'ancienne contender à la ceinture. Qui perd contre une nouvelle qui monte et une nouvelle coqueluche, on va dire, parce qu'il y a un petit package avec Natalia Silva qui est spectaculaire. J'ai des passages à l'envoyer. Elle est vraiment forte niveau elle a un jeu assez karaté, taekwondo et elle a un potentiel de star, on va dire, Natalia Silva quand même. Sur les réseaux, elle commence à être pas mal suivie. On dirait que l'UFC l'apprécie pas mal aussi. Vas-y, garde-en un peu, on va la regarder tout à l'heure. On vous a fait une petite vidéo spéciale sur Natalia Silva, comme ça vous allez découvrir le personnage. Simplement pour refermer la page autour de Manon Fiorot, bien évidemment, soutien indéfectible envers Manon pour sa première défaite à l'UFC, malheureusement. Tout le boxing squad, Aldric Cassata, bien évidemment, on est de tout cœur avec eux. Vous pouvez tous envoyer un message de soutien, c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire, c'est très important. Et parce qu'on est persuadé qu'elle peut y retourner, comme l'a dit Alioune, à la ceinture, à elle apprendre cette fois-ci. Il y avait peut-être besoin aussi d'avoir cet apprentissage de ce que c'est que le niveau d'une GOAT, qui est vraiment
très au-dessus de la catégorie, on peut le dire maintenant, Valentina Shevchenko. Et affaire à suivre pour Manon Fiorot. En tout cas, on est de tout cœur avec elle, bien évidemment. On passe à celui qui a réussi son retour. Il revient de loin quand même. C'est notre ami Benoît Saint-Denis. Retour quasi parfait. On avait eu peur que l'opposition soit annulée sur cette carte principale. Il voulait absolument être sur cette UFC 315. Donc il y a eu le short notice qui a été courageusement accepté par Prepolek. Et il y a eu une soumission pour Benoît Saint-Denis. C'est la première fois qu'un Français fait cette soumission à l'UFC. Je vous laisse la savourer dans les conditions du direct, les amis. Et il va le ramener au sol. Je pense que ça va être... Et il va prendre le dos. Non, c'est bon, il s'est mis sur le dos, Prepolek. Ouais, mais attention, bras-tête. Étranglement bras-tête qui est en place pour Benoît Saint-Denis. Là. Ouais. Et il va taper. Il va taper, c'est terminé. C'est une victoire de Benoît Saint-Denis. Waouh. Une démonstration de Benoît Saint-Denis, une masterclass. Ah oui, démonstration de force. Oh là 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 là. Il a dominé de bout en bout dans tous les aspects du combat, le striking, la lutte, le sol. Il lui a rien laissé. Un retour hyper classe de Benoît Saint-Denis avec un nouveau finish et puis immédiatement il va se précipiter sur Kyle Prepolek pour le remercier d'avoir sauvé son combat sur la carte. Il a encore une fois marqué des points dans son retour au BSD là. Exactement. Et puis grand respect à Prepolek aussi qui a accepté ce combat en une semaine de short notice ou 10 jours. Ouais, après il était sur la carte du 9 au Samouraï MMA, mais ouais. Oui, mais en tout cas... C'est pas le même calibre. Voilà. Et il prend pas n'importe qui, il prend la violence en personne. Donc franchement, grand respect à lui. Et bien joué à BSD qui a fait le boulot. Hein. Il est arrivé le premier round, il a dominé de A à Z. Il n'a pas laissé de doute. Et au second, il a passé la seconde et il a terminé ça. Hein. Alors on va regarder tout ça et je vous laisserai en commenter. On va regarder ce qui s'est passé au premier round justement du côté de Benoît Saint-Denis parce qu'il a commencé... En fait, c'est un schéma qui pouvait nous rappeler les buts du fight contre Poirier où il a été très grappleur, très lutteur finalement très tôt dans le fight. Et il va très très vite en fait emmener Prepolek au sol, le contrôler. Pas forcément de gros dégâts, pas forcément de grosses menaces de soumission. La grosse défense de Prepolek quand même. Ouais. C'est ce que tu voulais souligner, tu l'as pas trouvé parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire bon Prepolek voilà il s'est fait plier en deux mais... Il n'a pas du tout été ridicule, il a eu les bons réflexes sur le premier round. Tout ce que tentait BSD, il arrivait un peu à le contrer ou à le défendre. Pas à le contrer mais en tout cas à le défendre. Et je trouve qu'il a été bon un peu dans la défense de la soumission. Même quand BSD était dans son dos, il a bien défendu tous les étranglements, etc. Même sur les positions, je trouve qu'il n'a pas été ridicule en fait. Et je trouve juste que BSD a été plus fort. C'est vrai qu'il a été smart, Prepolek. Par exemple, dès qu'il arrivait au sol, il mettait un papillon. Il essayait d'attaquer une Kimura sur le bras pour toujours mettre de l'incertitude, un peu de, exactement, un peu de danger, aussi. La demi-garde. Il rentre bien le menton, il contrôle un bras pour éviter regarde, il va de se faire étrangler. Ouais, ça fatigue ça. Tout ça, ça fatigue. C'est vrai. Ouais, clairement. Parce que tu défends, mais après, tu es entamé. Donc, je pense que BSD a pu en profiter aussi. Bah, c'est ça. Et puis, BSD, il avait l'air d'être un peu en gestion. Tu vois, peut-être l'énergie un peu mieux contenue de Jalito, sa manière d'avancer, même sa manière, tu vois, d'aller chercher dans le dos. Il est très délicat et tout. Il force pas, il bourrine pas du tout. Ouais, et je trouve qu'il était en confiance. Ouais. Il respirait la sérénité, même si c'est un match de retour, même si 2 défaites de suite, je trouve qu'il a été assez composé, sur tout le long, il ne s'est pas précipité. Là où, bon, il y a quelques petits moments où il s'est pris des contres, mais ça c'est BSD dans le texte. Ça, tu peux pas faire BSD sans ça. Pour le booster. C'est ça, le premier round, il est parfait. Hein. Tout ce qu'on a vu techniquement, il prend pas un coup, il est en contrôle, il est presque en domination même nette dans ce round-là. Il a dit ça, ce round-là, c'est celui de Nicolas Haute. Le deuxième round, c'est le round qui est un peu plus BSD dans le délire. On va regarder un peu ce que ça a donné. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on retrouve notre bagarre préférée. Et on retrouve aussi des coups qu'il prend à la tête qui peuvent nous rappeler des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je trouve que c'est dangereux à force de toujours avancer les mains baissées. Ça peut être, à force de se manger des traumatismes crâniens, on peut se manger des dents beaucoup plus rapidement. Au fur et à mesure, c'est dangereux quand même. Il a beaucoup peur là, sur ce crochet. Hein. Ouais, beaucoup les mains baissées. Dans les commentaires, ils le disent encore. En boxe anglaise, toujours les mains baissées, il nous fait peur, le BSD. Donc c'est à double tranchant. Hein. Ouais. C'est soit tu l'éteins, soit tu te fais éteindre. C'est un peu le charme et le danger en même temps, hein, ce style de Benoît Saint-Denis. Là, on voit les coups de coude. On a bien vu que ça avait ses limites. Par exemple, contre Poirier, à force de faire la guerre, les mains baissées, quand tu tombes sur un meilleur boxeur que toi, meilleur timing, qui contre des bons contres.
petite fédé. Et moi, j'ai eu peur parce que tu sais, cette situation, il y en a un qui est contre la cage, qui a les mains comme ça et qui envoie un crochet en contre, je me suis dit, oula, Poirier, il a fait exactement ça. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça fait le après, mais après, ça perturbe aussi parce que quand tu as l'habitude de boxer structuré et on te met quelqu'un qui te rentre dedans et tout, ben, des fois, ça te perturbe et ça te sort de ton jeu. Ouais. Donc, je sais que BSD, lui, ça l'aide. Des fois, il désorganise les mecs et derrière, ils font des erreurs. Donc, il faut juste le canaliser et savoir à quel moment le mettre ou pas, quoi. Ouais. Par contre, je trouve qu'en lutte, il était beaucoup plus stratégique. Ah ben là, il était parfait. Il était méthodique, des bons contrôles, et puis la façon dont il a amené le bras-tête, en fait, il n'a pas laissé le choix à l'adversaire de s'orienter de sorte à lui donner le bras-tête, je trouve. Direct dans la demi-garde, il avait déjà le lock qui était pris. Il a le body lock, la transition de sorte à ce qu'il lui donne le Il dos, n'avait pas besoin de passer la garde, je trouve. C'est ça. Et même de la montée, il pouvait lui même prendre. Prépolé qui lui limite, il lui donne. Regardez là. La jambe. En fait, c'est là où il faut décoder. Il est dans son dos, il se retourne. Là, c'est fini. Ouais. Là, il a déjà la prise, le grip derrière, et quand il va basculer juste de l'autre côté, il va en fait là, surpasser. Pour moi, c'est fini là déjà. L'autre, il lui prend la jambe. Il attend, tu vois, mais regarde comme il il est grimace. déjà plus là. Il y a une pression. plus, là. Tu sens qu'il y a une pression. Il y a du poids sur la trachée, tout ça. C'est chaud. Il est balèze. Ah, il est pas bien, Prépolek. Bon, après, il a quand même bien résisté avant de céder dans ce deuxième round. Et puis, c'était la nouveauté. On sait, pour BSD, c'était le nouveau head coach Nicolas Haute qui a répondu aux questions de notre envoyé spécial, Romain Pougeot, les amis. On écoute ça tout de suite. Je suis très content de ce qu'il a fait dans la cage. On a vu un premier round totalement maîtrisé, une masterclass, quoi. Il a amené au sol, il a pris 0 coup, il a contrôlé, il a été très à l'écoute. On a vu un deuxième round plus engagé, mais dans lequel il est quand même resté à l'écoute. C'est-à-dire que quand on lui a conseillé d'aller chercher le sol, il a été chercher le sol. Quand on lui a conseillé d'aller chercher des genoux et des coudes, il a été les chercher. Donc très à l'écoute, et ça c'est des choses qu'on ne sait pas avant le combat, comment ça va se passer. Et surtout, au-delà d'être à l'écoute, ça a fonctionné. Et puis il a eu la victoire contre un adversaire qui était très solide, donc très content. Je vois beaucoup de travail pour la suite. Là, je vois un petit peu de repos pour Benoît, parce qu'on a eu un gros camp dur. Il y a peu de gens qui le savent, mais on n'est pas arrivé Voilà, on avait des petits bobos quand on est arrivé. Mais voilà, on était déterminés à faire ce combat, donc on l'a fait malgré ces petits bobos dont on ne parle pas, dont on ne peut pas parler. On l'a vu marquer, mais... Non, je ne parle même pas de ça, je parle même d'autres choses qu'on ne peut pas dévoiler. Mais voilà, on arrive avec des bobos, c'est comme ça. Souvent, Nassourdine, quand il a affronté Israël Adesanya, il avait aussi des petits bobos. C'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, récupérer de ce fight camp, prendre 2 semaines de son côté, et puis ensuite reprendre le travail, travailler dur. Et pour moi, la suite, je sais que Benoît, il veut recombattre dans 2 semaines, mais pour moi, la suite, c'est l'UFC Paris. Et ça nous laisse un temps pour vraiment travailler de manière très solide, et puis aller chercher quelqu'un de très dur à l'UFC Paris. Un top 15 Un top 15, oui. Un top 15 à l'UFC Paris, ça commence à m'intéresser cette histoire, ou en tout cas, il tue un peu la rumeur dans laquelle BSD il allait prendre en short notice un Mateusz Gamrot à droite. Non, c'est pas le plan de Nicolas Haute. On va calmer un peu les ardeurs de BSD, les amis. Ça vous paraît bien, justement? Il a fait ce retour, il s'est remis en confiance un petit peu, on le sent. C'est le moment maintenant d'aller régler ses comptes un petit peu avec le top 15 à Paris, selon vous, ou il faudrait encore un fight, par exemple? Moi, je trouve que c'est intéressant. Comme là, il revient, il faut qu'il refasse de la promo, qu'il fasse comprendre aux gens que c'est pas fini, il est encore dans le game. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Ouais. Surtout qu'il structure bien le travail avec Nicolas Haute, parce que là, ça a été, même avec ce combat-là, ça a été encore vite fait. Je pense qu'ils ont encore des choses à mettre en place. Bien sûr. Et plus ils auront du temps, mieux ce sera, pour que le processus il rentre bien. Quoi. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on apprend encore à se connaître. On a vu quand même quelques évolutions du côté de BSD. Jalito, il est très à l'écoute dans le premier round sur la lutte. Des coups de coude aussi, même si c'est pas les coups de parfait selon toi. Il a frappé avec le mou, je crois. Mais, parce que normalement, un coup, ça ouvre direct. Voilà. On dirait que Nicolas Haute avait la manette au début du combat, au début du premier round. Il a bien géré. Après, il a laissé la manette au petit ref, je crois. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et pour revenir au combat, j'aimerais bien le voir contre un gars vraiment solide à l'UFC Paris. C'est mérité pour BSD qui ferait un bon retour et qui se réconcilierait avec le public français. Ouais. Franchement, ça serait vraiment bien. Et le voir contre un mec comme Gamrot, ça m'intéresse parce que Gamrot, il va lui proposer une vraie opposition au sol. Ouais. Et debout, il est très dur. Il a fait des gros combats, Gamrot, des vraies guerres contre des mecs qui sont vraiment solides debout. Donc le voir contre BSD, c'est vraiment... Ça tamponne vraiment le guerrier, mais au niveau international. BSD, il a envie en plus, vu qu'il allait le tacler en disant oui, Gamrot avec son 0 finish depuis je ne sais plus combien de temps, vraiment. Il lui a annoncé la couleur. Sur la carte, il y avait aussi
la ceinture des moins de 77 kilos qui était en jeu. Alors c'est marrant parce que cette catégorie, elle commençait peut-être à devenir ennuyeuse parce qu'elle n'avait pas le champion le plus stylé de l'UFC, on va pas se mentir, et on n'a rien contre Belal, les amis, je le précise, mais finalement, elle commence à devenir très active et il se passe beaucoup de choses dans cette catégorie puisque finalement, Belal va se faire détrôner par l'adversaire qui a été changé sur cette carte, Jack Della Maddalena. Même moi, je m'étais dit, annoncer un Della Maddalena pour Belal, c'est dangereux comme type de combattant. Il annule très bien la lutte et il boxe comme très peu de personnes boxent à l'UFC. Et il est fort physiquement, il est puissant, il encaisse. Il a une boxe magnifique, franchement, une boxe MMA magnifique. Il n'utilise pas trop les jambes, mais niveau grappling, il est fort. Moi, c'est un de mes coups de cœur, Della Maddalena, et puis même l'histoire, le fait qu'il ait commencé sa carrière avec 2 défaites. Ah bah ça aurait pas pu exister en France, cette histoire. 2 défaites de suite pour commencer sa carrière en pro. 18 victoires plus tard, il est champion à l'UFC. C'est vraiment un message d'abnégation persévérance. Et de persévérance pour tous les combattants qui nous regardent et pour tous les futurs champions qu'on a chez nous. Ouais, il faut saluer la résistance de Belal qui ne va pas chuter du fight. Belal, attention. Il a pris des parpaings pendant 25 minutes. Hein. Ah ouais, moi j'ai vu les photos, la photo de fin. Il a la lèvre ouverte en deux, il a le plancher orbital et il a une coupure au-dessus là, sur la paupière. Et il doit y en avoir d'autres encore. Hein. Non, c'est une machine, mais en face, ça switchait les gardes, ça boxait. C'est très fort. Non, ça boxait bien. Mais quand même, une grosse pensée à Belal. Moi, je prends 1 minute pour parler de Belal. 1 minute, pas forcément 1 minute, mais j'étais un des plus grands haters de Belal. C'est pas un combattant que j'appréciais, ni dans la cage, ni en dehors de la cage. Et au final, c'est vraiment un bonhomme. Vraiment, vraiment, vraiment un bonhomme. Donc Belal, force à toi pour la suite. Et désolé pour toute la hate que j'ai donnée. Franchement, on disait qu'il était ennuyant. Non. Il l'est plus en tout cas. Il l'est plus. Franchement, le combat contre Léon, ce combat, quand il finit Sean Brady, etc. Franchement. Il a relancé peut-être toute la KT en vrai. Hein. C'est peut-être aussi grâce à lui que finalement cette KT elle va reprendre un petit peu d'intérêt. Donc Jack Della Maddalena qui lui prend la ceinture. On vous a fait une compile de la boxe de Della Maddalena parce qu'il a vraiment un style particulier. On sent que c'est un combattant de MMA parce qu'il annule très bien la lutte. Il voit cet aspect-là d'amener au sol du MMA. Par contre, quand il est debout avec ses mains, moi je trouve que c'est de l'art. J'ai rarement vu une prestation aussi efficace et esthétique en même temps. Puis c'est fluide, il varie, corps-tête, tête-corps, des feintes. En fait, tu sais jamais vraiment où est-ce qu'il va. Le buste. Ce qu'il va envoyer les coups. Il a bien initié à l'anglaise pour le MMA. Puis des beaux retraits de buste, de belles esquives. Non, et il y a de l'impact. Propre. Ah oui. Il y a de l'impact. Et il est précis. Impact et plus précision, c'est de l'art. Il était en état de flow, je ne sais pas c'est au quel round, 3e, mais intouchable. On dirait qu'il voyait tout venir, il était dans la matrice. Après, Belal, c'est pas le meilleur boxeur. Ouais, mais quand même, moi je salue son progrès. Lui, il a dit qu'il avait les mains de Canelo. Je ne sais pas si c'était vraiment ça. C'est le Canelo de maintenant, celui qui frappe un peu moins peut-être. Par contre, à un moment, j'ai l'impression que Belal, il est rentré dans son jeu à vouloir rester mais c'était clairement ça. Il était là pour prouver qu'il pouvait rester debout face à n'importe qui. Il était là pour prouver qu'il ne fait pas que des combats ennuyants, mais à quel prix il était champion. Il aurait vraiment eu un game plan solide qu'il aurait suivi jusqu'à la fin. Je pense qu'il aurait gardé sa ceinture, mais je pense qu'honnêtement, ça ne l'intéresse même pas. Il a été champion du monde. C'est un mec qui a commencé le MMA à 23 ans. Il a été champion, donc il se dit, bon, là, je vais gagner le cœur des fans, en fait. Et je pense que c'est fait. Je pense qu'on va remember the name. Je pense qu'on se rappelle tous du name maintenant. Bah là oui. Et là, tu peux le mettre contre n'importe qui, tu as envie de le voir. Un mec qui reste debout, il échange avec tout le monde. En plus, tu sais qu'il y a la lutte derrière, etc. Là, il a juste pas voulu mettre ça. Bon, pas voulu. Je pense qu'il n'a pas pu non plus mettre en place son jeu. On va regarder, tu vas voir. Et on a les tentatives de lutte de Belal. C'est sa spécialité, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais on a des défenses de Della Maddalena qui sont en place. Bon travail de Craig Jones. Et puis surtout, il a réussi à ne pas céder face à la pression des takedowns de Belal. Parce qu'il en a tenté beaucoup quand même. Il en annule entre 5 et 7, je crois, de tête. Et à chaque fois, Jack... Défense solide. Voilà, il avait une défense solide, donc c'est fort ça. Il n'y a que sur la fin du fight, au 5e round, où vraiment Belal va avoir un temps fort et il va réussir à exprimer un petit peu plus de sol. Mais finalement, Della Maddalena, il a une très très bonne anti-lutte. Hein. Exactement. Puis il faut savoir que ça pompe de défendre à chaque fois. Défendre. Sortir, le mec revient en lutte, ça te fatigue. Donc là, il a dû vraiment bien travailler ses défenses et son cardio pour pouvoir défendre comme ça à la chaîne. Donc je pense que c'est un très beau match, une très belle opposition. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de ce fight, si vous aimez Della Maddalena en nouveau champion des moins de 77 kg à la catégorie des poids welter. En tout cas,
ça pourrait présager un combat pour une double ceinture pour Islam Makhachev, enfin, c'est ce qui est annoncé par l'UFC a priori, qui pourrait déjà défier le champion australien, et ça pourrait arriver assez vite en vrai, Jaito. L'idéal, ça serait à l'International Fight Week, mais là, il vient de sortir d'un combat, je pense qu'il a quelques bobos. Jack Della Maddalena, c'est fin juin, il reste pas beaucoup de temps, peut-être 6 semaines. Je pense pas qu'il aura le temps de refaire une prépa. Donc c'est un peu dommage pour ce côté-là, mais d'un autre côté, en fait, pour moi, c'est un win-win pour les fans et pour l'UFC. Parce que quoi qu'il arrive, Islam il va pas abandonner sa ceinture des lightweight. Donc même si Topuria gagne, ça sera contre... je pense que ça va être annoncé dans pas longtemps contre Do Bronx. Ouais. Pour une ceinture intérimaire, je pense qu'ils vont faire ça. Donc Islam reviendrait... on pourrait quand même avoir Topuria contre Islam, c'est ça que je veux dire. Et c'est les combats qu'on veut, on sait que c'est le combat qu'on veut tous voir cette année. C'est exactement, parce que les gens qui voulaient que Belal gagne, c'était pour bloquer Islam qui ne monte pas justement, comme ça on a Topuria contre Islam. Mais finalement, on pourrait quand même avoir ce combat, avec plus d'intérêt encore. Et là, pour le coup, on cite de très très gros noms. On va revenir sur une légende qui était présente sur la carte de l'UFC 315. Je sais que ça va te vénère, Jalito, me regarde pas comme ça. Ah ouais, on va parler de José Aldo. Là, mais ne rigolez pas pour l'intro de cette séquence. Je suis comme ça, moi. Non, ramenez-lui de l'eau fraîche, s'il vous plaît. On va regarder ce qui s'est passé. Il a affronté Ayman Zabi. C'est un combat qui était prévu en 61 kilos. Malheureusement, José Aldo, il a prévenu en avance qu'il ne pourrait pas faire le poids. Ça a donc été validé en 66 kilos. Et franchement, je vous avoue qu'avant le début du fight, je me dis, on va peut-être avoir un fight ennuyeux ou autre. J'ai retrouvé mon José Aldo bien à l'ancienne. Ouais. Vraiment, il était assez magnifique. On va regarder parce qu'il va raccrocher les gants. Après, moi, je trouve une défaite amère. Personnellement, voilà, je vais me mouiller. Je ne le voyais pas perdre. Voilà, sur ma carte à moi, il n'a pas perdu. Dans mon monde, les 2 derniers combats qu'il fait, il ne les perd pas. Ça fait 2 fois qu'il se fait voler. Ça fait 2 fois qu'on... Regardez là. C'est le penalty ultime. Il était magnifique. Si Trezeguet avait mis celui-là en 2006, on aurait une étoile en plus, les gars. Mais regarde, là, on retrouve presque le jeune José Aldo, même si là, on pense que cette dernière accélération, c'est peut-être ce qui va lui coûter son cardio final. Ouais, il était sur la réserve, il était cuit après. Mais quand même, il prend 2 rounds et demi avant, quoi. Comment tu peux donner la décision à... Bon, après, on sait que il est canadien, il est à Montréal, il est chez lui, mais c'est pas une raison. Puis c'est le petit frère d'une superstar, du coach superstar canadien, Firas Zahabi. Mais c'est Aldo quand même. Dans le classement, c'est pas mieux de laisser l'autre gars. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est le dernier jubilé en fait pour Aldo. Ouais, mais tu vois, ça fait encore une légende qui finit. Alors là, d'habitude, on dit que c'est difficile de bien finir à l'UFC. Là, limite, lui, il peut partir avec un sale goût dans la bouche, quoi. Ouais, c'est deux décisions, vraiment. Et celle-là, c'est même pas une décision partagée. Hein. Moi, je tiens à le dire, c'est une décision unanime pour Zahabi, quoi. C'est honteux. Ouais, c'est incompréhensible. C'est honteux, c'est scandaleux. Je suis révolté. Voilà. Jette des trucs, vas-y. Ouais, il y en a marre, en fait. Là, le recommandé que va recevoir Dana, il va être salé. Ouais, José Aldo super triste après ce combat et on va regarder son discours qui est très touchant et c'est vrai qu'on sent que même mentalement il est un peu en bout de course, José Aldo. On regarde tout de suite et on en parle après. Acho que Dana, obrigado por tudo, Chancelbe, Lourenço Fertitta, acho que todo mundo sei de si, eu só tenho que agradecer a todo mundo, mas cara, pra mim a semana foi muito difícil pra caraca, não um negócio de peso, mas eu tava brigando com a minha mente pra tentar ser o campeão novamente. Mas eu acho que, cara, é hora de parar. Eu acho que eu tenho que aproveitar minha família, meus filhos. Eu não quero mais, eu já estava falando com o Dedé, eu estava batendo peso na hora. Alguma coisa com o meu coração, falou que eu não precisava mais bater o peso na hora. Eu larguei, se tivesse luta ia ter, senão eu não queria lutar mais. Então, para mim deu, acho que é a última vez que vocês vão ver eu aqui dentro. Acho que isso aqui não faz mais parte da minha vida agora. Ah là là, ouais, on est tous un peu pas en malaise, mais c'est pas la fin qu'on voulait pour José Aldo. Et j'ai forcément une pensée pour Alex Herbinet qui était là-bas sur place. Et je sais que c'est son idole. Il m'a dit c'est particulier comme moment, quoi. C'est une des plus grandes légendes de l'UFC. Hein. Il y en a qui sont plus jeunes, qui viennent peut-être de découvrir ou de s'intéresser à l'UFC. Intéressez-vous à José Aldo. C'est pas que le chaos de Conor McGregor, vraiment pas en fait. Loin de là, ça c'est une petite partie de sa carrière, c'est une petite erreur. Et ouais, je suis nostalgique là. J'ai envie de regarder toutes ces défenses de takedown contre Chad Mendes. C'est une légende, c'est une légende. Bah, c'est ça, je sais pas si Tristan Tessier nous prévoit un Fighter Club Legend sur José Aldo. Voilà, je le prends comme ça au vif, il va me répondre dans l'oreillette, mais peut-être que pas tout de suite.
C'est prévu. Très bien, merci. Super. Ok, Tristan, merci pour les réponses. Donc voilà, c'est prévu, ça va arriver, les amis, les abonnés à RMC Sport, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous êtes les meilleurs. Le chat, le chat aussi, il voit des vols pour José Aldo, donc ils sont tristes. Donc j'ai envie de passer sur une note plus positive et de refermer cette page sur José Aldo. Allez. C'est peut-être la révélation un petit peu de cette carte, Natalia Silva, la combattante brésilienne, qui en fait a complètement anéanti Alexa Grasso avec un striking de fou. Mais une particularité dans son striking, c'est un jeu de feinte et un jeu de jambes qui, toi, t'a rappelé les meilleures heures de Shakira. Exactement. Les hanches ne mentent pas. Hips don't lie. Donc, si on a les images, montrez-le-nous. Lancement de Gianito, vas-y, let's go, ça part. Let's go. Excellent. Elle est forte. Regardez, vraiment, Et en fait, on ne sait jamais ce qui se passe. Vous avez déjà affronté les adversaires comme ça, full feinte Moi, pas encore. Ça, c'est les combattants qui viennent des sports surtout. Mais les sports traditionnels. Karaté, taekwondo. Taekwondo, ouais. Elle est issue du karaté et du taekwondo. Donc, j'ai un gars de mon club, lui qui vient de la Sanda, il fait un peu pareil, Irvin Barred. Adesanya faisait beaucoup ça aussi, les grosses feintes de hanche. Sean O'Malley aussi, on s'en sert énormément. Exactement. En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'elle feinte, elle circule en même temps. Et après, elle déclenche une vitesse folle. Elle est bien relâchée. Hein. Ouais, c'est ça. Et le meilleur dans ça reste MVP. Ouais. Voilà, elle est vraiment chaude. C'est le représentant de cette partie des sports de combat. Entrée, sortie, jaillit. Il a pris du Anderson. Exactement ça. Et Natalia Silva, elle a ça, sauf que elle, MVP, c'est plus les mains, les poings. Elle, c'est plus les jambes. Donc, elle te met des front kicks, des side kicks, des jambes avant. Ça va plus vite que son jab. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour elle. Puis comme elle met beaucoup de feintes, beaucoup d'incertitudes, tu sais pas ce qu'elle va te mettre, si c'est un low kick, un front kick. Et au moment où elle te touche, elle est déjà sortie. Tu te dis, mais c'est ça en fait. Elle vient combiner, pam. Après, elle ressort, elle dit je suis déjà plus là. Et ensuite, ça va être une répétition de ça tout le long. Je ne peux que vous encourager, si vous êtes abonné à RMC Sport, à regarder le replay intégral de Natalia Silva, qui, je pense, va faire un énorme bond au classement, puisqu'elle a battu la numéro 1 de la catégorie, donc Alexa Grasso, ancienne championne qui avait battu Valentina Shevchenko. Énorme perf pour la Brésilienne que beaucoup de gens ont découvert. Et on l'a dit, le potentiel d'une superstar sur beaucoup d'aspects, les amis. On referme cette page de l'UFC. Et vous, les abonnés RMC Sport, on fait une petite pause. On se retrouve d'ici quelques minutes pour parler du KSW. À tout de suite. Sur Twitch. Et bien sûr, ceux qui sont restés sur Twitch, vous avez la question Winamax pour remporter 20 € de free bet. Et elle est très très simple, même si c'est pas forcément une très bonne nouvelle, je dois vous l'avouer, et c'est pas très cool de notre part. Combien de défaites à l'UFC compte Manon Fiorot? La question est assez simple, vous répondez dans le chat, le premier qui répond, et attention, c'est sur le chat de la régie, hein, commencez pas à nous arnaquer, moi je vous connais, pourra communiquer son compte Winamax en DM, en chuchotement à RMC Sport et prendre ses free bets. Alors moi, chez moi, sur mon chat, c'est Datim. On a la même chose du côté de la régie. Datim t'envoie ton chuchotement. D'ailleurs, Datim qui avait gagné des places pour le KSW qui était à Lyon. Donc lui, il se met super bien, il gagne tout le temps. Il est là tous les dimanches, il a compris le rendez-vous. Donc si vous voulez gagner, prendre des trucs gratuits, vous venez tous les dimanches en direct. Comme ça, vous faites un bout d'émission avec nous, tout simplement. En tout cas, très bonne réponse. Ouais, c'était une seule défaite. Sa première défaite, c'est contre Valentina Shevchenko. Donc voilà, quand même, c'est pas... Faut être indulgent avec elle, quand même. Là, c'était... Moi, je considérais que c'était l'opposition... Tout le monde dit que Gad Jones, c'est l'opposition ultime. Ouais. Mais pour moi, en fait, Shevchenko, en l'état, elle n'était pas revenue de 3 ans de trucs. Elle avait la ceinture sur elle et tout. Solide, elle a jamais percuté qu'une femme enceinte. Elle a fui. Elle a jamais... Heureusement qu'on n'est plus en télé. T'as bien profité de la minute Twitch. Il nous reste 10 secondes. Ah, vas-y, si t'as des trucs, c'est maintenant. C'est juste ça, moi, ce que j'ai à dire. Et on est de retour avec grand plaisir sur RMC Sport 1. J'espère que vous passez un bon dimanche. On a terminé la page UFC 315. On a vu des belles choses et on est encore un petit peu dégoûté pour Manon Fiorot. Mais on est de tout cœur avec elle. On sait qu'elle va revenir très très forte. Il ne faut pas mettre de biste en pétard, je vous le rappelle. On va aller du côté de Lyon parce qu'on a vécu de très très belles émotions là-bas. Franchement, le KSW nous a régalé. Et quand je pense au KSW, ça me fait penser à Alexandre Ruiz. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? J'ai envie de faire KSW, ok. La meilleure organisation européenne. Parnasse défend sa ceinture face à Zolkowski. Vidéo. We call him the Golden Boy. Marian
ladies and gentlemen, he is the reigning, defending KSW champion of the world, the Lion of Atlas, Saladin. Cette présentation pour la ceinture, à chaque fois, les gars, j'ai l'impression d'être au summum du show, que ce que le MMA peut proposer, les plus grandes heures des organisations asiatiques et tout. Ce face-à-face, il est tendu. J'ai kiffé ce moment. Ouais, il y a un monde où on fait un KSW versus Rising. Oh, Ce serait lourd, ça. voilà. Et les deux scénographies qui se mêlent, et là, ce serait un moment exceptionnel. Je suis déjà comme ça. Oscar Joss qui régale, bien évidemment, sur la vidéo, les amis. On va revenir justement sur les principaux. On le sait, hein, c'est un show exceptionnel. Ceux qui ont découvert le KSW se sont forcément régalés. Il y avait une énorme ambiance à Lyon. Je sais que vous avez kiffé le public, messieurs, parce que franchement, ils ont répondu présent. Il y a un gars à qui j'ai envie de rendre hommage parce que malheureusement, il s'est incliné dans le cadre des combats France-Pologne. Mais franchement, il a tellement bien représenté le spectacle qu'est le MMA, le show. Et Margui, on regarde ton entrée. Elle était magnifique. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le plateau, Shifter Pro, contresens. J'avais pas vu ça, moi. J'avais pas vu. Vous l'aviez pas vu ça? Non, je l'avais pas vu. Hein. Le pagne, Black Panther, tout, il est bon. Ah oui. Ah, c'est fort. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip. Ah, il a mis le feu. Smart say baby. Ça m'a rassé dédé. Wesh alors ma race. Franchement, ça fait kiffer de voir un mec qui vit son entrée comme ça, qui est en communion avec le public. Emar, on est très très fort avec toi. Allez le soutenir, les amis, vraiment, parce qu'il a tout donné dans son fight. Lui aussi, il a changé d'adversaire. On en a moins parlé. C'était pas facile pour Margui, mais tout le soutien et quel showman. Je sais que là, vous en parlez. C'est une entrée qui fait kiffer tout le monde. Ah ben moi, il était dans mon vestiaire, donc même dans les vestiaires, je le voyais, l'énergie qui dégageait, tout ça, je voyais que... Il était déjà ambiancé dans le vestiaire? Toute la journée. Franchement, chaque fois que je le voyais qu'il était vraiment dedans, tu vois. Il n'y avait pas de stress ou quoi que ce soit, il était vraiment là pour faire un show, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un vrai combattant. Il est solaire, en fait, comme combattant, tu vois. Une bonne énergie, tu vois. Ah, c'est un gars joyeux, à chaque fois, tu vois. Tu sens qu'il a beaucoup d'énergie. Bah, c'est Marseille, bébé, un peu, tu vois. Je ressens pas le stress. Ouais. Et franchement, grosse force à lui en plus, parce qu'il a pris des combats bourbiers sur des KSW qui n'étaient pas forcément diffusés en France et tout. Il est méconnu, ce combattant-là, mais il est très, 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 très bon dans la catégorie des 70 kilos. Merci pour ça, tout simplement. Et puis, même, tu vois, il était dans le coin de Wilson Varela, Hexagone, c'est pareil. Il dansait avec lui pour la ceinture, etc. Il fait partie de ces personnages dont on a besoin dans le MMA français, ces soleils qui vont réconcilier peut-être les gens qui sont un petit peu sceptiques, et faire grandir encore ce sport en France pour qu'il soit accepté de tous et vraiment que ce soit un sport à part entière, hyper mainstream. Allez, on va basculer sur celui qui a mis le KSW à la mode. Hein. Tout simplement, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu réaliser tous ces événements en France. Saladin Parnasse, qui domine toujours autant, et il a pu régler ses comptes enfin face à Marian... J'arrive pas aujourd'hui, désolé, beaucoup d'enchaînements ce week-end. Face à Marian Zolkowski, on a commencé avec beaucoup d'observations du côté de Salah, et une fois qu'on a trouvé le timing, pour Marian, c'était un petit peu trop compliqué. C'était compliqué. Là, on regarde, il y a des prises de dos tout de suite, et en fait, une fois que Saladin l'a contrôlé, Jalito, là, il n'y avait plus de solution pour Marian. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Honnêtement, il y a des gens qui ont dit que l'arbitre, il a arrêté trop tôt. Mais l'arbitre, il a pensé à l'autre combattant. On appelle ça une PLS. Voilà, il vaut mieux qu'il arrête parce que pour moi, Salah, il a fatigué beaucoup en lutte pour après dérouler sa boxe. Et mais même, tu vois catastrophique, je pense. Exactement, tu vois les marteaux qu'il lui met, la puissance et l'impact qu'il y a. Franchement, l'arbitre a fait un très bon arrêt. C'est vrai que Marian, il pouvait rien faire. Il pouvait rien. Il n'y a pas un monde où il sort de où est-ce qu'il était. Ouais. Donc, en fait, il était plus en défense, il faisait de la tactique pour essayer d'avoir des bonnes distances. Il était en survie, comme dit Alioune. Il était en survie. Une fois qu'il s'est fait attraper en lutte, il défendait comme il pouvait, mais à un moment donné, il s'est surclassé. Voilà, il s'en prend 2, il aurait pu s'en manger 6 en fait, comme ça. Ça aurait été la même chose. Il n'aurait pas avancé dans sa position. Regarde la posture, regarde les yeux de Marian. Pour moi, il est plus là. Ah non, mais pour moi, il faut arrêter. Ouais, ça aurait été la même chose. Une défense cohérente, là, tu vois. Voilà. Tu vois, normalement, tu es sur le dos, tu essaies de shooter, tu montres que tu en veux, mais là, tu te mets en boule, c'est bon. Non, parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours de ça, arrêt prématuré, l'arbitre, il a abusé. Mais c'est ça, là, il est tellement haut, tellement fort, les gens...
Et on m'a confié bord de cage, c'est Anthony Sterpini qui commentait l'événement, qui me disait qu'en fait Marianne aussi sur une des frappes, il a lâché un très gros cri en fait de douleur du coup, et que c'est aussi ça qui a pu amener l'arbitre. Verbal tap carrément. Ouais, tu vois, et on en a parlé d'ailleurs. Je remercie pour cet inside qui a participé à l'émission, à la conception et qui était aux côtés de Baba au commentaire qui nous a régalé bien évidemment Anto. C'est Anto. N'oublie pas que tu es un crack Anto. Tu es un crack. Voilà, c'est important. Je me posais la question, je me disais pourquoi ils ont arrêté aussitôt le match. Mais effectivement, s'il a crié, ça, tu vois, peut-être qu'on a quelque chose qu'on voit de détresse. Ouais, voilà. Tu montres un signe de détresse, ta défense elle est pas cohérente. C'est normal qu'après l'arbitre. C'est ça. Si tu cries s'il fait le même cri pendant qu'il y a une clé, ça stoppe tout de suite. C'est comme s'il tapait, c'est un verbal tap. Bien sûr. Regardez dans le chat ce que ça dit. Quand tu es en position fétale en train de prendre un gros ground and pound et que tu défends à peine, je pense pas qu'on puisse parler de early stoppage. Les mots bien éclairés de Alioup33, bien évidemment. On va reprendre un petit peu la méthode Parnasse parce que c'est encore une prestation full MMA. On a shooté en lutte en se servant des feintes de striking. Regardez un petit peu comment Saladin Parnasse passe facilement en lutte parce qu'une fois qu'il explose, c'est déjà trop tard en fait. Ouais, un bon timing. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça, honnêtement? Bah, c'est à toi de me dire normalement, Jericho. Je me mets à sa place et je me dis vraiment, qu'est-ce que tu peux faire? En fait, il était en appréhension sur les frappes. Là. C'est ça. Il était en appréhension surtout. Ouais, voilà. Il était en appréhension surtout. Je pense qu'il voulait même pas être là. Il est là pour dire j'étais. Ouais, tu sentais qu'il n'était pas dedans. Il y avait beaucoup de crainte. Vous l'avez vu après la pesée, etc. Il a fait un petit rebond. Il n'était pas squelettique. Il était squelettique. T'as l'impression qu'il a rien repris. Il est censé avoir un avantage physique sur ça là. Ouais. Ça s'est pas vu une seule seconde. Ça s'est pas vu une seule seconde. Donc ouais, que dire à part bravo à ça. Là pour le coup, masterclass, il a pas pris un coup. C'est incroyable. C'est ça là qui a fait le taf. Hein. Après, en fait, il rend tellement la chose facile quand il met un KO, on dirait que c'est normal alors que non. Il a banalisé la performance au KSW, on peut le dire, parce que tout le monde est rentré un petit peu dans le système de oui, mais on les connaît pas, donc forcément ils sont nuls, donc machin, là. Comme ça, c'est des mecs très sérieux. C'était la meilleure. C'est ça, Samuel. Non, mais justement, vous qui êtes combattants, et puis c'est pas pour être relou ou quoi, mais on a aussi vu des Français qui s'inclinaient au KSW. Le niveau, il est relevé. Enfin, vous le sentez qu'il y a une différence. Toi, t'as fait plein d'orgas en plus à Lyon. C'est pas des blagues. Solides. Non, moi, de ce que j'ai vu, ils sont très solides. Et franchement, je préfère leur mentalité. Pourquoi? Parce que c'est des vrais combattants dans le sens où déjà ils viennent, ils font pas de chichi. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui refusent les combats par derrière, etc. Là, carrément, moi, mon adversaire, il a eu un problème de poids et tout. Il est venu s'excuser 10 fois, à chaque fois, très professionnel. Ils sont vraiment là pour combattre. Ça veut dire que en dehors, ils sont très gentils, etc. Mais dans la cage, s'ils peuvent te découper, ils vont te découper. Tu vois. Je pense que si Marianne il aurait eu une chance, il serait rentré dans ça là, tu vois. Ouais. Et dans l'engagement, en plus, tu disais, ils attaquent très tôt en plus dans le fight souvent. Beaucoup d'abnégation, ils sont très résilients, puis ils veulent te descendre. Ils veulent te descendre. Ouais, en plus, ils sont en terrain hostile quand ils viennent en France. Mais là, pour le coup, les Français ont plutôt régalé parce qu'on est sorti majoritairement très gagnant de ces oppositions France-Pologne. Bon, après, peut-être qu'ils vont faire la revanche là-bas, on verra, mais on espère que ça se passera aussi bien. En tout cas, ça a marqué les esprits et je le redis, tous ceux qui ont découvert le KSW ou le MMA via cet événement, je pense qu'ils sont ressortis avec des étoiles plein les yeux et ils ont dû kiffer beaucoup de choses. Ça, je pense que ça a fait kiffer pas mal de gars. Tu disais, on parlait de bonhomme un peu, tu vois, vrai combattant. Lui, je pense qu'il a très bien compris l'esprit du KSW. C'est notre ami Laïd Zerouni, les gars, parce que vraiment, à chaque fois qu'il y va, il délivre notre ami franco-algérien, le bulldozer, qui était de retour face encore une fois à un nouveau défi. On va regarder ce que ça a donné, parce qu'avec Laïd Zerouni, c'est très souvent la même méthode, c'est les KO en 1 ou 2 minutes. Non, mais c'est clairement son orga, hein. Il est fait pour ça. À chaque fois, il a un style à mettre d'infliger beaucoup de finish, et c'est ce qu'ils recherchent les gens du KS. Donc c'est top. Le public kiffe, les organisateurs kiffent, et puis lui, il inflige des KO, il prend son cachet. Tout est carré. Moi, ce que j'ai aimé dans son combat, c'est que ça se voit qu'il a passé un cap stratégique. Là, il était beaucoup plus posé. Il cherchait vraiment. Ça se voit qu'ils ont mis quelque chose en place avec son équipe. Et là, il va dans une bonne direction, je trouve. Comparé au précédent combat que j'ai vu de lui. J'étais avec son équipe au vestiaire qui m'ont dit il a parfaitement appliqué le game plan. J'ai dit mais les gars, vos game plans c'est de finir tous les combats en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit non mais c'est un game plan simple. Dans la structure, exactement. C'est quelque chose. On regarde le classement, il était 7e avant ce combat et on voit qu'il y a 2 champions. Donc il y a un champion, c'est Pavel Pavlak. Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, quasiment 1 an. Il y a un champion intérimaire, Piotr
Kuberski. Light Zerouni qui normalement devrait faire un bond au classement. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se retrouver, mais à mon avis, pas loin du top 3. On espère que le prochain combat, ce sera pour la ceinture. En tout cas, c'est ce qui pourrait se passer du côté du KSW. Et franchement, vu les missions un petit peu qu'il a faites et les gros résultats, voilà, elle est très très loin. La défaite qui lui avait vraiment bien impacté quand il était allé en Pologne. Donc grosse force à Light Zerouni, les amis. Et on sait qu'il vous a beaucoup plu. On va revenir sur l'événement qui, je pense, a mis tout le monde d'accord sur ce KSW, parce que je pense que c'était même un des combats qui faisait qu'on avait envie de venir à ce KSW à Lyon, à LDLC Arena. Le combat entre Amin Ayoub et Mickaël Lebourg, on a nommé ça un moment inoubliable, parce que franchement, je pense que c'est un des plus beaux combats franco-français de l'histoire qu'on ait eu. Dans le déroulé, dans la finalité aussi, avec les discours, les poignées de main, etc., qui étaient magnifiques. Et on a eu un combat où on a eu un Mickaël Lebourg qui, très tôt, a réussi à imposer son jeu. Ouais. Et finalement, au deuxième round, c'est Amin Ayoub qui a réussi à prendre le dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce combat, les gars? Moi, je trouvais que c'était un bon combat. Il y a beaucoup d'engagement dès le début. Et je pense que ça a beaucoup charmé les fans. Il y a eu des knockdowns, des renversements, comme tu l'as dit. Premier round à Lebourg. Ensuite, il y a un changement de température de la part d'Amin Ayoub. Ouais, vraiment, c'était bien. On a vu ça a beaucoup mixé. Des pieds-points, knockdown, de la lutte. Défense de lutte, relevé. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Ah ouais? Oh non! J'étais à l'antidopage à ce moment-là. Ah, zut. C'est là où on s'est croisés. Ah, mais moi, j'ai bluffé, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Et les beaux clients pour l'émission, Maurice. Merci beaucoup. Non, mais déjà, qui avait ce prono? Qui voyait Amin Ayoub? Juste comme ça, c'est pas... Moi, j'avais Amin Ayoub gagnant, juste parce que... Il est plus jeune. Vraiment, c'est vraiment dans ce... Moi, je pensais que Mika allait le gars battre à la décision. Ouais. En étant plus stratège. Ah, moi aussi, avec l'expérience, je m'étais dit... avec les deux. Je me suis dit que Mika, il aurait pu... Je pensais pas, en fait, qu'il serait parti dans ce truc-là de la guerre. Je pensais qu'il allait bluffer et partir dans un truc plus stratégique. Ouais, mais moi aussi, je pensais ça, ouais. Mais ça, je l'avais pas vu, Non, moi, je pensais qu'ils allaient faire la guerre. En vrai, tu vois, je pense que quand tu as vu le premier... Enfin, tu l'as pas vu le combat, mais je te le dis, si tu regardes le premier round, on était clairement dans la situation que tu décris. Regarde, on a un Mika Lebourg... Mika, s'il fait cette stratégie, pour moi, il est relou. Parce que je me suis entraîné avec lui, je sais que quand il fait cette stratégie où il bloque le jeu, tout ça, c'est un poison. Ah, c'est l'expérience. C'est ce qu'il aurait dû faire, je pense. Mais après, voilà, je pense qu'il n'a rien à regretter. Il est dans cet orga pour briller, pour se livrer aussi un peu à la Belal Mohamed, tout lâcher. Donc, franchement, premier round, il prend le dessus. Moi, je sais que j'étais avec pas mal de personnes dans le public qui étaient assez surprises, justement. Il a super bien géré ce premier round. Et regarde, les contrôles sont bons. Et on peut même se dire, avec le grand net, attention, ça peut aller très très vite. Ah oui. Clairement. Et après le fight, Amin, il a dit que lui, sa stratégie, c'était de passer le premier round, passer l'orage, laisser passer l'orage, comme ils disent. Et ensuite, accélérer sur le 2L3. C'est ce qu'il a fait. Il est dominant, là, Mika, sur le premier. En tout cas, ils nous ont annoncé un banger et ils ont tenu leur parole. Ouais. Et c'est ça que je tiens à souligner. Et ça, je pense que c'est encore plus important parce que parfois, on annonce des bangers et en fait, pris par l'enjeu, pris par beaucoup de choses, etc., finalement, on se retrouve avec les combats qui n'assurent pas le spectacle. Exactement. Et là, franchement, je tiens à le dire, moi, je pensais qu'on pouvait avoir ce scénario-là. Mais à culpa, ça s'est pas du tout passé comme prévu et c'était magnifique. Grosse progression d'Amin aussi en anglaise. Ouais. Et il a fait vraiment un travail sur ses points. Ça se voit qu'il est plus dans la mi-distance, il a des vrais mouvements de boxe anglaise. Franchement, il a fait un bon taf à ce niveau-là, je trouve. Ouais, et puis il était très vif, j'ai aussi trouvé. Les formes de corps, les mouvements de tête. Bon retrait de buste, une bonne remise, ouais. Bon, regarde, moi j'avoue, là, je reste un petit peu sans moi, mais je profite parce que ils ont ménagé aucun effort. Et puis même sur la fin, ils vont commencer à pointer le centre de la cage. Ils vont se faire des signes et tout. Regarde là. Ah ouais, il a bien contré, en gros. Là, c'est Après, Mika, il est habitué à ça. C'est l'accélération d'Amin, là. Des guerres, tout le temps. Que des guerres à chaque fois. Oh là là. Et là, la résistance de Mika, non, vraiment. Là, même les revoir, tu vois, ça me fait un truc, vraiment. Mais des fois, je pense qu'il aurait pu le finir un peu avant. Parfois, il sonnait et puis il venait se coller. Donc Mika venait en lutte. Ouais. Il arrivait à récupérer un petit peu. Parce que Mika, je pense pas que tu peux le mettre KO. Hein. Il est très solide. Non, mais il est dur à mettre KO, il lâche pas. Incroyable. J'en profite rapidement dans le chat. Il y a eu inversion d'Atim qui laisse sa place à Aliouk. Aliouk, envoie-nous un chuchotement. Voilà, ça c'est une petite parenthèse pour vous. On va regarder les réactions et même les consignes du coin d'Amin Ayoub pendant le combat. C'est des images exclues RMC Sport, les amis, donc on en profite. Et regardez, en fait, on va entendre carrément le coin d'Amin Ayoub. Te jette pas! Te jette pas! Te jette pas! C'est ça!
tu l'excites là. Putain. Hé, casse le grip. Casse le grip, ressort. L'équilibre Amine. Non, l'équilibre Amine. On donne pas. Casse le grip, ressort. Ouvrez les parenthèses, les guillemets. Crie pas, s'il te plaît, tu l'excites. Non, vas-y, Amine. Johnny Frachet. Vraiment, Johnny, tu me l'excites surtout pas. Allez. Casse le grip. Mais casse le... je vous jure, j'ai croisé Johnny dans les couloirs. Il n'y a pas un événement de MMA dans lequel Johnny Frachet repart avec sa voix. C'est pas possible, en fait. Physiquement, c'est impossible pour lui. Gros big up à Johnny, bien évidemment, coach principal de l'USP Trop. Il est incroyable. On va regarder aussi les images qui nous ont tous touchés, je pense. C'est Michael Lebou qui a annoncé sa retraite dans la foulée avec un magnifique discours. Les amis, qu'on a profité pour dénoncer 2-3 trucs, mais c'est ça les magnifiques images. Et on sent que ça lui tenait à cœur de le faire au KSW parce qu'il a énormément de respect pour cet orga, c'est ce qu'il disait. Il disait que c'est une orga qui respecte aussi les combattants. On sait à quel point il est impliqué aussi dans le bien-être des combattants, etc. Enfin, il a un peu ce côté protecteur, grand frère à Michael Lebou avec le MMA français. Intéressant aussi de le voir si touché par le fait de le faire au KSW. Bah moi, comme tu l'as dit, pour moi, Mika, c'est le grand frère. On s'entraîne ensemble et tout. Et je connais ses valeurs. Et c'est vraiment quelqu'un qui respecte tout le monde. Et je pense que là, c'était une bonne manière pour lui de poser les gants. Dans une orga comme ça, c'est magnifique. Avec tout ce qu'il a fait, ça fait longtemps qu'il a été... il était déjà passé par le KSW au passé, donc c'est très bien pour lui, je pense. Ouais, je suis archi content parce que nous, ça fait qu'on aura encore plus de Mika Lebou en consultant chez RMC Sport, donc c'est quand même bénéf pour nous. Et il a été aussi lui, il a fait partie du duo qui ont inauguré le Fighter Club Sunday avec Nicolas Haute à l'époque. Donc voilà, grosse mention à Mika. On a hâte de le retrouver chez nous. On va passer à la suite, ça va intéresser quelqu'un, on va parler d'un certain Amaury Wakozabo. Je ne sais pas qui... Moi non plus. Je vois un mec comme ça. Un jeune combattant invaincu au KSW qui apparemment, je lis ma fiche, a fait un combat plutôt facile pour une première chez les moins de 70 kilos. Ça te parle toujours pas? Non, faut voir les images. Pourtant, il te ressemble vachement dans la cage. Hein, bon, Amaury, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ce fight pour toi, nouvelle catégorie. Ouais. Et... on va le dire, une prépa et un avant-combat pendant plusieurs semaines qui ont été très compliqués. Ouais, très compliqué. Déjà, dans la préparation pour le cutting, ça a été difficile parce qu'on a eu beaucoup de contretemps, de galères, notamment avec le bain chaud. On avait un problème de ballon, donc on n'avait plus d'eau chaude. Ensuite, problème d'électricité, donc on ne pouvait plus réchauffer le bain. Donc on a perdu un peu de temps. Et puis, on a dû... passer à la solution. Attends, on l'a gardé de côté, elle n'arrivait pas, il y en a peut-être qu'on pas vu. Tu sais que tu as fait 11 millions de vues sur la semaine avec cette histoire, genre plus énorme, que n'importe qui. Ouais, c'est énorme. Presque sur la planète, j'ai envie de te dire. C'est une dinguerie, ça. Peut-être que j'abuse, mais je pense qu'on n'est pas loin en vrai. Bah franchement, ouais, c'était beaucoup. J'ai fait beaucoup de vues. Ah ouais, là c'était... La célébration, après je suis parti en freestyle. Ouais, parti en breakdance, t'as tout fait. T'as spammé les célébrations. Ah ouais, j'ai tout fait. Je me suis créé dans Fortnite. J'ai fait breakdance, soccer Shawn Michael, je suis parti au de la cage, j'ai fait une danse ivoirienne, j'ai tout fait. Oh non, franchement magnifique et tu nous as fait kiffer. Alors j'ai noté un énorme progrès en boxe, hein, c'est ce qu'on a tous vu, tu t'es bien sorti. Et puis défense de lutte où il a tenté, il a jamais réussi. Oui, en fait, c'est ça je l'ai beaucoup travaillé pendant mon camp d'entraînement. On n'avait pas trop d'informations sur Casper en pied-point. Ouais. On savait que c'était un adversaire qui allait beaucoup chercher la lutte et essayer de mettre les crochets, prendre le dos et étrangler les gens. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des gars spécialistes du grappling, de gros lutteurs, donc j'avais des grosses défenses. Déjà de par mon passif de judoka. Ouais. Ensuite les bases que m'a apporté Gaëtan Hurtel en lutte pure à la Old School Academy. Et en pied-point, j'étais beaucoup plus libéré. Enfin, j'ai eu une approche différente du match. J'étais relâché, j'ai essayé de varier les coups, les distances, mettre des feintes. Beaucoup plus jouer aussi avec les jambes. Et j'ai mis de l'incertitude, j'ai été précis dans les frappes. Et j'ai mis beaucoup de knockdown. Ouais. 3 ou... Ouais, moi, je pensais que tu l'avais terminé au premier round, mais à coup pas d'ailleurs, parce que c'est ce que j'ai annoncé au micro, alors que pas du tout. La cloche venait de retentir, c'est passé au deuxième round, je me suis senti très bête. Moi, j'ai des infos que vous n'avez pas. Vas-y. Et apparemment, il devait beaucoup d'argent à l'arbitre, l'adversaire. Ah ouais, d'accord. On aurait dit, ouais. Je comprends. Parce qu'il voulait qu'il reparte en civière, clairement. Ah oui, non, mais là, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce qu'en termes de coups de coude, j'ai arrêté de compter à partir de 140. Tu vois, qui va que dans un sens depuis tout à l'heure.
Là, tu as eu un magnifique discours aussi pour ton adversaire. Et ça, clairement. franchement, je tiens à le souligner. Et Merci. même derrière, t'encourager les gens à te suivre. Je pense que maintenant, ils vont te suivre. Tu les as bien fait kiffer. On va revoir les images du moment où, qui a un peu fait le buzz, qui a complètement fait le buzz même. C'est que pour valider cette pesée, tu as lâché une partie de toi. Et on sait que c'est pas une partie facile. Non. Et Gianlito, il peut témoigner de ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai appris des dossiers sur Gianlito, je ne savais pas du tout. Je savais pas. Je me suis dit, oh. Raconte-nous. Et là, en plus, t'as pas souvent ce visage-là. Là, Non. là t'es pas détendu. Ah non, pas du tout. Creusé là. Là, je suis très creusé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment? À ce moment-là, je me dis, il reste 300 grammes. Je vais retourner faire du sauna, même si je sais que ça va me faire mal à la gueule, à 15-20 minutes. Puis mon coach, il me dit, bah attends, on coupe les locks, c'est 300 grammes à part. Puis le choix, il est vite fait dans ma tête. Je me dis, attends, je m'écrame 20 minutes encore au sauna. Et ça se trouve, je pourrais pas optimiser ma récup pour demain, pour le combat. Et couper des cheveux qui repoussent et que ma coiffeuse a pu les rafistoler. Ouais, c'est vrai. On coupe. Direct. Le choix rapide et t'as Ouais, bien voilà, raison. le choix, il est vite fait. Pour ceux qui savent pas, j'avais des locks aussi, elles arrivaient jusqu'à la moitié. Là, comme ça. Et là, visualisez vraiment chez vous, mettez Imaginez-moi des les- filtres Snap sur Gianlito. Clairement. Voilà, sur ma story, je mettrai une photo. J'ai du mal à visualiser. La photo, je l'ai regardée 3 fois dessus. J'ai fait, oh. Ah ouais, tu vois, il te la montre. Après, je te montre. Alors franchement, celle-là, Liud, elle est pépite. Bah, tiens, essaie de lui montrer. On va regarder justement. On a mis une caméra sur ton coin pour que tu aies les réactions de ton coin. On connaît Gaëtan Hurtel, il y avait Théo Ulrich, etc. Yes. On va regarder ça tout de suite et on va voir si Gianlito a le temps de montrer ses locks à Liud. Non. Son dernier combat, il a fait un match très engagé qu'il a perdu malheureusement à décision, mais il va revenir très fort. Là, il a eu une grosse blessure et c'est pour ça que je fais en sorte de le ramener dans mon coin aussi, pour le booster, pour lui dire reviens là, tabasser les 70 un peu. Ouais, il va revenir, Alvin. Hein. Grosse force à Alvin Lewinsky, à la Old School Academy, Théo Ulrich aussi qui était là. Grosse force à Mathis Duragrin, on le sait malheureusement qu'il va devoir reporter un combat, etc. Enfin, toute la team, vous savez. Exactement, hein, c'est que partie remise et on va faire du sale dans le game. Moi, je vous le dis, hein, la Old School Academy, on est là pour faire du sale. Bon, en tout cas, t'as bien honoré ça là, sur ce KSW. Hein. Mais surtout que c'est... Là, j'ai vraiment tout savouré. Tu sais, même les parties plus difficiles de la préparation, en fait, je me suis dit, c'est un ensemble, c'est un processus. Tu peux pas juste prendre le bien et la partie compliquée, tu la laisses de côté. Il faut tout prendre. Et en fait, le fait d'être dans la difficulté, je me suis dit, bah, au moment où j'étais sur la balance, je me suis dit, c'est obligé que je fasse le poids. J'ai switché dans ma tête, j'ai dit, quoi ? Donc moi, je parle, je coupe mes cheveux, je fais pas le poids. Et en plus, arrivé dans la cage, je fais pas le show que j'ai promis aux gens. J'ai dit, c'est impossible. Donc dès l'entrée, je me suis enjaillé. En fait, ça fait 2 fois que je combat KSW, 2 fois que j'ai l'impression que je fais des showcases. Non mais franchement, c'est trop bien, t'es arrivé, t'as fait la prestation. Moi je te l'ai dit en sortant, je pense qu'elle est parfaite avec le discours micro, etc. Vraiment, on sent que t'as savouré l'événement, comme tu l'as dit. Tu nous as ramené en plus la petite coupe là dans le studio et on va pouvoir le regarder, c'est magnifique là juste devant le logo. Et on le redit, tu l'as dit juste après au micro, toi tu demandes juste à ce qu'on te suive, à ce qu'on te soutienne, justement, parce que tu partages un petit peu tout ce quotidien là. C'est pas forcément toujours facile, donc moi je le redis, allez suivre Amaury Wakozabo sur les réseaux, le WAKS. Exactement. 2 S au WAKS. Ouais, c'est ça. LE-WAKSS. Voilà, allez suivre, allez donner de la force, les amis. T'as trouvé J'ai trouvé une photo avec Sava, avec des gens sympas en plus. Attends, vas-y. Regarde. Je veux trop voir la tête. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Est-ce que tu peux la montrer à celle-là, vite fait, ou pas? Dites-moi dans le chat si vous les reconnaissez. C'est le mec du milieu. Les gars, c'est le mec du milieu, c'est Gianlito. Il y a pas une autre caméra. Attends, les trucs jaunes sur les côtés, c'était Veuch. C'est exactement ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent. Voilà, le mec au milieu, là. Avec Michael Chiesa et Paul Felder. Le Jamaïcain au milieu, c'est Gianlito. Voilà. Par contre, t'es vraiment bien entouré pour le coup. Ça va. Paul Felder, ouais. Arrêtez de dire c'est des rajouts à tout va à chaque fois. C'était mes vrais, par contre, je tiens à préciser, elle est où la caméra? C'était mes vrais cheveux et j'ai eu ça pendant, je sais pas, 6-7 ans.
Bah oui, les gens ils se rendent pas compte, mais dès c'est du travail. Il y a un attachement, il y a un entretien. Tout. Voilà. Bah, je vous mens pas, c'est pas Alioune qui va en parler le mieux pour le coup. C'est rapide, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour tout ça. Ouais, si le poids c'est limite, tu peux que te raser la beubare. Ouais, non, moi je suis mort. C'est compliqué. On va passer à Alioune aussi parce que. Alioune, un combat de malade. Comment tu l'as senti, toi, ce combat? Parce que ça avait tout d'un piège. Et on le sait en plus, depuis que tu es au KSW, comme tu es un des combattants très très chauds en France, tu as un très très gros bilan, ils te mettent des bourbiers. Ouais, bah, je vois les images en même temps. Donc là, il m'a bien sonné. J'ai fait une erreur, c'est que j'avais pas bien calculé la distance. Et comme il est gaucher, je me suis mis en gaucher. Je pensais annuler sa jambe, mais il m'a connecté avec un bras avant, avec ses longs bras. Il avait vraiment des longs bras, tu vois. Et après, il voulait me coller au sol. Il voulait me coller, pourrir la soirée au sol. Donc j'ai essayé de faire des défenses, à chaque fois revenir. Il avait vraiment des bonnes positions. Il faisait juste suffisamment ce qu'il fallait pour que l'arbitre ne relève pas. Et même des fois, il ne se passait rien. L'arbitre laissait un petit peu trop, je trouve, pour rien. Ouais, c'est beau ça. Et là, ça c'est beau ça. Je nous sautais là. Préparé ça, Ouais, c'était préparé, ça on le travaillait énormément avec mon coach de striking et je savais que lui c'est comme il est gaucher, il fallait que et il tourne toujours du côté droit, tu vois. Okay. Donc et il envoie toujours sa jambe arrière. Donc j'ai beaucoup annulé sa jambe avant avec des petites méthodes que je travaillais en boxe française où je faisais des feintes avec ma jambe avant, etc. pour me rapprocher de la distance, essayer de toucher au corps pour essayer de le fixer. Et à un moment j'ai vu c'est fixé, j'ai fait la feinte. Il a décalé et là je suis rentré. Ouais. En tout cas, ton coin était super content. Je passais pas mal de temps avec eux. Gros big up à Jean Hendrix. J'ai pas tous les noms, je te vois pas. Le premier round c'était dur. Hein. Ouais. On perdait un peu au point, on était en retard. Donc là il fallait aller. Non, mais là t'as retourné totalement le combat entre guillemets, parce que là t'as un éclair de génie. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est que t'es le seul combattant qui avait 2 adversaires ce soir-là, parce qu'il y a aussi l'arbitre qui t'a. Loïc Mora. Alors on le taquine gentiment. Et regarde, hop là, le coup de la corde à linge. Moi, c'est simple, prochain KSW, je demande Loïc. Comme ça. Il y a des comptes. Regarde. Par-dessus la 3e corde. Non, mais c'est comme ça. Mais tu sais quoi, dans le combat, c'est ça qui m'a le plus sonné. Mais non. C'est ça qui m'a le plus sonné. Bah, justement, quand il m'arrête comme ça, je tape la tête par terre, tu vois. Ouais. Et donc, dans le combat, c'est ce qui m'a le plus sonné. C'est même pas le coup qu'il me met avant, quoi. Loïc, nos athlètes français, s'il te plaît, si on peut les ménager un petit peu, si on peut ne pas les blesser entre 2 rounds, ça peut être cool. Ah, t'aurais pu quand même atterrir comme Peter Parker. Ouais, mais j'ai... Là, par contre, à Lyon, pour ceux qui ne savaient pas, au niveau du striking et la bagarre, je sais que Jean, parfois, il me dit des fois, il y a un moment où il y va et c'est fini. Là, il m'a dit, vas-y. Il m'a dit, en striking, tu peux. Donc, non, magnifique. Franchement, super presta. On te sent bien au KSW. On va regarder au classement des 66 kilos. Parce que toi aussi, ça va monter. On parlait de Laïd Zerouni tout à l'heure, mais t'enchaînes les victoires. Ça peut se rapprocher très, très vite de Saladin Parnasse. Je sais que c'est un combat qui t'intéresse parce que tu refuses jamais un combat de toute façon à Lyon. Bah, j'ai jamais refusé. C'est pas demain que ça va commencer. Après, comme je le dis toujours, je fais vraiment du étape par étape. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me dis jamais, je vais prendre un tel ou un tel. Donnez-moi des têtes et je vais faire le taf, c'est tout. Le KSW, ils t'ont parlé de la suite un peu ? Justement, là, on va discuter, mais là, voilà, il y a comment ça s'appelle ? Il y a aussi l'ancien champion, là, Robert Rechala, qui est parti. Ouais. Apparemment, il y a certains combattants, Casper qui va passer en 70. Okay. Ça va pas mal bouger. Il y a certains combattants du top 2 et top 5 qui vont s'affronter. Donc, il faut vraiment rester attentif. Et je pense que là, on va rentrer fort dans le top 5, top 3. Et on est là, on est en embuscade. Tout droit, nous, on est là. Je sais que dans ma carrière... j'ai mis du temps à ce qu'on me découvre, mais c'était peut-être voulu aussi de ma part parce que je voulais vraiment prendre le temps de bien travailler en sous-marin, tout ce que j'avais à faire pour arriver au plus haut niveau et être prêt. Là maintenant, je sais que je suis prêt et je suis bien entouré surtout. Donc là, on va prendre toutes les étapes qui seront devant. Et très peu de gens le savent, mais 16 victoires pour 4 défaites, c'est un magnifique bilan chez les pros pour toi en vrai. Je suis content parce qu'il y a 14 finishes avec celle d'hier. Donc là, je suis vraiment motivé. Moi, je suis quelqu'un qui ne cherche pas les points et qui veut finir. Et le KSW, c'est un peu comme le Pride pour moi. Donc c'est l'organe parfait pour aller le plus loin possible. Bah, on sent que tu es bien et on sent que ton coin, il était bien aussi dans le combat. On va regarder un petit peu ça. En panique. Ce que tu viens de faire, tu le fais pendant les 5 minutes, ça va pas tenir. Fais-moi confiance. Ouais.
Magnifique. Jean Ndeuil, on entend au début avec la casquette, incroyable. Ah, je les ai fatigués, je les fatigue à chaque fois parce qu'ils savent jamais sur quel pied danser avec moi. Bah, c'est ce qu'il m'a dit, Jean. Il m'a dit, voilà. Franchement, on s'en sort bien. Il dit, il fait quelques erreurs au début, mais il a bien fini. Ouais, bah après, au début, voilà, ça reste le combat. Ça veut dire qu'on vient avec une stratégie chacun, mais voilà, la première patate, tu sais, après, ça change tout. On s'est bien réadapté. Quand j'étais sur les phases de sol, tout ça, je suis vraiment resté à l'écoute. Donc, je suis pas sorti du game plan parce qu'en général, j'aurais pu exploser, etc. Mais mon adversaire, c'est quelqu'un qui va chercher très vite le dos. Donc, j'ai pris aucun risque. J'ai laissé passer les rounds. Mais en tout cas, je savais que j'allais avoir les ressources pour donner le maximum. Même si que je gagne ou que je perde, je lâche pas, je donne tout. Bah franchement, on a grave kiffé, on a hâte de te revoir, on a hâte de vous revoir tous les deux, mais aussi tout le reste des combattants français dans la cage du KSW. Best-of de ce qu'il fallait pas manquer sur la soirée, les amis. C'est Robin Travers qui brille à travers ces images. Bon, bah, le public lyonnais, en tout cas, qui a été à la hauteur de sa réputation, un des meilleurs publics de France. Ouais, ça a chanté, Marseillaise, enfin, c'était vraiment très grosse ambiance. J'ai eu la chance d'assister encore à du MMA dans cette salle à Lyon, et à ce qui paraît, c'est vraiment fait pour ça. C'était le feu. Ouais. C'était le feu, vraiment. Une chose, déjà, du début à la fin, c'était rempli. Ouais. Et ça, c'est rare. D'habitude, ça se remplit au fur et à mesure. Là, premier combat, c'était plein. Et en plus, c'était ouf parce que Souel Kaouchen, donc du coup, qui a ouvert la carte, plus jeune combattant de la carte, 18 ans, début professionnel, etc. Bah, comme tu l'as dit, toute la salle l'a vu et toute la salle était là pour rendre ce moment inoubliable pour ce jeune combattant. Et franchement, je pense que c'était exceptionnel pour lui de vivre ce moment-là. L'énergie était bonne. Et j'ai kiffé. On a revu aussi Kwadja, là, qui nous a fait un sacré fight, hein. Ça frappait fort. Malheureusement, la défaite pour Emargui, mais on l'a vu, il y a eu des moments aussi très chauds, et on sait qu'il va revenir très fort au KSW, les amis. Bon, les combattants français ont brillé dans ce KSW, et il faut aussi mettre du crédit sur l'organisation, qui a vraiment, je pense, compris aussi le public français, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a un public qui répondait bien à chaque fois, très fair-play aussi, qui ont été les premiers à saluer la victoire face à Emargui de Makarovski. J'espère que j'ai pas tué son nom de famille, je suis désolé. Et j'avoue que je l'ai freestyle. Je vous mens pas à la fin d'émission comme ça. On va essayer de se connecter. Ah ok, on va passer au One parce qu'il y avait aussi, on savait que c'était la semaine la plus importante pour les MMA français, mais on avait trois jeunes frères sur la même carte du One Friday Fight. C'est 3 frères franco-algériens qui vivent en Thaïlande, les frères Mohamed. On vous a fait un petit best-of, les amis. Profitez de ça, c'est le One, c'est toujours spectaculaire. Ouais, le crochet qui touche une deuxième, une troisième, et l'envoie tapis, c'est fini cette fois-ci. Et c'est Isaac qui s'empoche
qui s'impose dans ce combat après une guerre absolue, totale. Je me dis que ça doit être terrible de voir son fils. Ouais, surtout que c'est le premier des trois et l'arbitre il va arrêter. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était un combat très bien engagé pour le Japonais qui a fait... Ça dure pas de... Non, parce que les carrières en Muay Thai, on va dire ça commence à 11 ans, ils sont déjà en c'est un peu ça, ouais. À 11 ans, à 26 ans, c'est terminé, c'est fini. Ils prennent leur retraite, ils sont coach, ils tiennent les pao. Et là, les trois frères, je crois que le plus âgé, il a 18 ans. Donc c'est Isaac, Kaïs et Nayan Mohamed. Pour les prénoms, c'est Isaac qui a été celui des trois à s'imposer. Mais on rappelle, hein, sur le One, sur le Muay Thai, ils peuvent combattre assez souvent, assez régulièrement sur ces Friday Fights. L'objectif, c'est d'aller prendre un gros contrat, parce qu'ils payent quand même assez bien, pour aller faire les événements numérotés, les pay-per-view, etc. du One. Il y a aussi un Français qui a régalé. Il faut tout suivre, les gars, tous les sports de combat, etc. Lui, il a remporté une demi-finale mondiale face à un adversaire très relevé et il devient donc challenger officiel de Mario Barrios pour la ceinture WBC des poids welter. Il a vécu un combat difficile parce qu'il a connu 2 mises au tapis, mais il va s'imposer à la fin parce qu'il est d'une technique et d'une ténacité complètement folle. Je suis très content parce qu'on accueille Souleymane Sissoko qui est en visio avec nous. Et Souley, souvent, on te prend en visio pour nous parler de boxe, etc., pour nous raconter des histoires. Mais là, en fait, on va juste le faire pour te féliciter. Parce que tu as été exceptionnel ce week-end et tu es allé chercher une très, très grosse victoire qui fait partie des très belles victoires pour la boxe anglaise en France. Et là, tu vas peut-être aller avoir un combat ultime pour la ceinture WBC. Donc, vraiment, félicitations à toi. On voulait vraiment te rendre hommage. On applaudit. Voilà. Merci, Souley. Merci à tous les gars, vraiment ça fait plaisir. C'était pas un combat facile, on savait que c'était un combat difficile, le mec il est très puissant, il a plus de 80% de victoires par KO. Il perd contre 2 boxeurs qui sont toujours invaincus, Terence Crawford et Virgil Ortiz, donc j'avais un gros client et ouais, on a fait le fight qu'il fallait, c'était vraiment au mental. Kavaliauskas, ton adversaire, si je n'écorche pas son nom, et voilà, on a quelques photos. C'est marrant parce que le combat est ultra spectaculaire, 2 mises au tapis, mais finalement, au point, c'est toi qui vas t'imposer. C'est assez drôle parce que sur l'annonce des scores, très tôt, en fait, sur l'annonce, on te voit un petit peu décomposé. Et puis finalement, c'est la joie suprême. Tu peux nous raconter assez rapidement, voilà, du début du fight jusqu'à ta célébration, comment tu l'as ressenti, ce fight ? En fait, le premier round, je suis bien rentré dedans. Pareil, sur le début du deuxième. Après, je me fais cueillir à froid dès le deuxième round. Et là, je me dis, ah ouais, ça va pas être un combat facile parce qu'il frappait très fort, c'est des coups lourds. Ce qui s'est passé, c'est que au 3e round, je gagne encore, le 4e round, je gagne. Donc, je reviens à peu près à ex-aequo. Et au 5e round, pareil, il me touche encore et je suis quasi sorti du ring. Donc, tout le monde s'inquiétait. Mais voilà, j'y suis allé au mental. Je gagne le 6e, 7e, 8e. D'ailleurs, je gagne tous les autres rounds. Mais ouais, c'était pas un combat facile. Je savais que j'étais un peu en avance parce que je le voyais au niveau de la physionomie des rounds, etc. Je voyais comment je me déplaçais, que j'arrivais à le toucher et lui pas à me toucher. Et je voyais la frustration aussi qui se dégageait en lui. Mais ouais, il fallait aller chercher cette victoire. C'était le plus dur combat c'était le plus dur. L'adversaire que j'ai eu, personne ne veut l'affronter. C'était le plus dur adversaire que j'ai eu à faire jusqu'à présent et on le savait. C'est pour ça qu'on s'est préparé en conséquence. Et là, on est content parce que derrière, c'est la ceinture mondiale. Je deviens challenger mondial. Ouais, pour la ceinture WBC. Alors avant ça, Barrios qui a priori devrait affronter Manny Pacquiao, hein, je crois. Et donc toi, tu serais juste après ce fight-là ? C'est ça. Là, je crois que c'est le 19 juillet, Barrios contre Pacquiao. Et je suis le challenger officiel du vainqueur de ce combat-là. Donc si Pacquiao gagne, t'affrontes Pacquiao. Énorme.
C'est ça, si Pacquiao gagne, je peux affronter potentiellement la légende Pacquiao. C'est incroyable. C'est lourd, ça serait beau pour le sport de combat français en général. Mais même, j'ai envie de dire, Soulé, je sais pas si t'es d'accord, mais 2025, j'ai l'impression la boxe anglaise tricolore, elle est en train d'accomplir des trucs de fou. On repense à Bruno Suras, qui maintenant est aussi l'un des noms de la boxe mondiale. On pense à toi, on pense à Christian Mbili. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bakary Samaké aussi, qui insuffle... Ouais, aussi, les Sadio, ouais. Et il se passe énormément de choses. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en train de prendre, parce que là, il y a des grands rendez-vous qui arrivent. Toi, je sais que tu es un fervent défenseur de la boxe depuis des années. Tu le sens aussi, ce truc qui est en train de se passer, là? Ouais, non, c'est clairement ça. Et en France, là, il y a vraiment énormément de boxeurs. On a des boxeurs de qualité, on a même des combattants de qualité, pour pas parler que de la boxe, mais dans tous les sports de combat, il y a énormément de très bons combattants. Et là, on est en train de briller là, au niveau international de plus en plus, on s'impose de plus en plus. Et on a besoin de médias comme vous pour en faire parler, pour continuer à parler de nous, continuer à parler des combattants. Ça, c'est très important, on en a besoin. Et c'est une force aussi pour nous, parce que plus on va en parler, plus on va inspirer aussi les jeunes qui seront en dessous, qui vont venir derrière nous. Et que voilà, le niveau, il va continuer à augmenter jusqu'à avoir beaucoup de champions. Ouais, il y a des super jeunes à suivre encore, des Bakary Diao, des Christopher Hippocrate, etc. Et on sait qu'ils sont inspirés aussi par ce que vous faites. Tout simplement, merci Soulé, merci à tous les autres représentants de la boxe tricolore. Vous nous faites rêver. Et voilà, même si ce n'est pas forcément diffusé chez nous, c'est important pour nous aussi de savoir où vous inviter et de mettre ça en lumière, parce que c'est hyper important. Vous voulez passer un petit message à Soulé? Bravo pour ton parcours, ça fait longtemps que je te suis, donc t'es une fierté pour la France, pour le Sénégal, et continue comme ça, on te suit fort. Ça fait plaisir, merci frérot, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, grand respect. Merci à tous les gars. Avec plaisir, Soulé. Jaito, un petit mot pour conclure avec Soulé? Que dire que les autres n'ont pas dit. Félicitations, encore une fois, bon courage. Et on espère que tu vas affronter Pacquiao. Ça serait super beau. Et que tu nous invites pour le combat d'ailleurs. Et qu'on puisse faire des photos avec Pacquiao après. Que le mec a battu Pacquiao aussi. Oui, évidemment, parce que tu vas le taper après. En tout cas, Soulé, t'es le bienvenu. Quand tu veux, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ton temps et de retarder un petit peu ton sommeil ce soir. Merci à toi et puis très vite, on espère avec de très bonnes nouvelles et de belles annonces de fight. Avec plaisir. Salut Soulé, à la prochaine, ciao. J'aime bien finir sur cette petite note bonne humeur les gars. Et on a terminé l'émission. Donc c'est passé tellement vite. J'aurais aimé rester avec vous un peu plus. Et là, on n'est même pas minuit. Bon, on a un peu traîné. D'habitude, c'est un peu... La promesse, c'est de raconter tout le sport de combat en 1 heure. On a dépassé. Ouais, je pense de loin. Franchement, c'était un moment très plaisant. Merci à Maury d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, l'équipe. Vraiment, on garde ça, par contre. Je rigole. Tu vas devoir te battre. Gros, non, j'y vais pas. J'y vais pas du tout. Là, je remets les 4 os. Merci beaucoup d'être venu aussi. Et je souligne aussi une des particularités. Toi, tu vas faire que des entrées avec des rappeurs maintenant, je pense. C'est bon. Ça va, franchement, j'ai mon manager Alex, il me fait les connexions. Ça match bien avec les gars, donc c'est quoi de mieux en plus de ça? On fait une dédicace à la ville où on va, donc c'était top. Non, bien joué à Lyoun et je le redis, on l'a dit pour Amaury, mais allez donner de la force à Lyoun. On sait que c'est pas le premier à vouloir vraiment être présent sur les réseaux, mais tu mérites ce soutien parce que ça peut faire la différence sur des petits détails comme Amaury l'a très bien dit au micro, les sponsors, etc. Donc force à Lyoun et on va suivre ce qui se passe du côté 66 kilos. Au KSW, ça va monter le classement et Gianito, on te retrouve vite parce que tu es là toutes les semaines. Je reprends juste ma place dans le canapé. C'est moi qui t'ai piqué ta place. Mais c'est pas grave, ça. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit sur Twitch, que ce soit en clair sur la chaîne 33, que ce soit sur votre abonnement RMC Sport 1. Continuez de faire grandir les sports de combat. C'est aussi avec des gens qui vont les découvrir avec nous. On va essayer de vous apprendre un maximum de choses. Donc on va faire de ces sports de combat les sports principaux en France et qu'on va pouvoir s'y intéresser un petit peu plus. Dans les plus grands médias, passez tous une excellente semaine ou une excellente soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette émission, si c'est en direct ou en replay. Portez-vous bien et très vite avec le retour de Flora également. Bonne soirée à tous.